Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Adrien de la Mednum et de Lou de Datactivist. Et on va vous parler, enfin surtout Lou, on va vous parler intelligence artificielle. Et donc, on est super content de vous avoir parmi nous. Vous êtes super nombreux et on est très content que vous soyez là. On va du coup vous parler de l'IA, des algorithmes, des compétences que cela peut, que vous pouvez avoir pour justement mieux les expliquer, etc. Quels outils vous pouvez utiliser pour bien expliquer les algorithmes et sensibiliser là-dessus vos bénéficiaires. On vous présentera aussi un super projet qu'on est en train de mener avec Datactivist et d'autres structures européennes. Voilà, sur des algorithmes, pardon, je me suis perdue. Et on vous donnera aussi quelques prochaines étapes de ce webinaire si jamais la thématique vous intéresse. Comme toujours, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et vous avez le chat pour poser vos questions. On y reviendra bien évidemment tout au long de ce webinaire. On aura aussi un temps dédié à la fin du webinaire pour répondre à vos questions supplémentaires et vous donner la parole aussi en direct pour ceux qui préfèrent poser leurs questions à l'oral. Voilà. En termes d'intervenants, nous avons Adrien, je te laisse te présenter. Du coup, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Adrien Pouillot et je suis chef de projet conseil à la Mednum, et au sein de la Mednum, je suis en charge, je suis la personne qui travaille sur le projet Algolith, qu'on parlera ailleurs, et sur d'autres sujets divers et variés. Et je te laisse la parole, Lou, pour te présenter. Bonjour à tous, Lou Sellar, je suis chercheur à Datactivist, qui est une coopérative qui travaille plutôt sur les sujets d'ouverture des données publiques et d'explication des algorithmes. Voilà, je coordonne le projet Algolith dont on va vous parler. Trop bien, merci beaucoup. Et donc moi, je ne m'appelle pas la Mednum, je m'appelle bien Ondine Vernier. Et donc, je suis aussi chef de projet au sein de la Mednum et ravie d'être parmi vous et de retrouver certaines personnes qu'on croise souvent. Et Lou, je te laisse la main sur le contenu, parce que c'est toi l'expert du jour. Eh ben, déjà, merci à tous d'être là, si nombreux. Peut-être un mot sur Datactivist et un peu notre partenariat avec la Mednum. Donc, Datactivist, on est une coopérative de 17 personnes. On travaille depuis quelques années sur ces sujets. Notamment, on avait accompagné la métropole de Lille sur l'explication d'algorithmes. Et puis, régulièrement, on fait des interventions, principalement auprès des acteurs publics sur ces sujets. Voilà pour ces éléments. Et puis par rapport à moi plutôt, donc moi j'ai fait ma thèse il y a quelques années sur ce sujet où j'ai travaillé plutôt sur comment les administrations publiques essayent d'expliquer leur système de calcul et comment bien souvent elles y arrivent pas trop. Et c'est vrai que là, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y a un emballement sur l'IA générative en particulier. Il y a une pression politique et médiatique assez forte pour qu'on soit capable, en tant que citoyen, de comprendre ces systèmes. Mais on manque quand même de ressources, même si effectivement il y a les cafés IA, l'initiative du Conseil national du numérique qui a émergé. On voit qu'il manque quand même encore pas mal de ressources, de formations. Donc c'est là-dessus qu'on travaille avec la Mednum. Donc on a commencé à travailler d'abord, à essayer de regarder les référentiels de compétences. Donc comment en fait un certain nombre d'acteurs se sont mis à essayer de lister les compétences qu'il faut pour comprendre ces systèmes. Et ensuite, ces acteurs développent des formations autour de ça. Donc,
Nous, on fait ça dans une démarche, bien sûr, qui vise ensuite à créer notre propre formation fort de ce qu'on aura appris. Donc, ce qu'on a regardé avec nos partenaires européens, donc à une échelle européenne, alors surtout sur la France, Belgique et les Pays-Bas, c'est qu'il y a une espèce de tension entre des référentiels de compétences qui insistent beaucoup sur la compréhension des algorithmes d'un point de vue très technique, en fait, et d'un point de vue de comment ça fonctionne ou de comment utiliser. Donc ça, c'est des référentiels et des formations qui visent plutôt quand même à rendre les citoyens plutôt aptes à utiliser, donc plutôt dans une logique d'employabilité, donc tournée vers les demandes et les besoins du marché du travail, qui sont des demandes et des besoins particuliers. Et il y a tout un ensemble d'autres acteurs, plutôt des ONG, plutôt des militants, qui insistent plutôt sur les aspects critiques de l'IA et aussi sur comment on peut mieux comprendre ces systèmes, mais aussi pour pouvoir les déjouer, pour pouvoir les contester. Voilà, donc il y a ces deux volets qui nous semblent intéressants et qui emmènent quand même les univers de compétences dans des champs un peu séparés. Ce qu'on a vu aussi dans ces différents référentiels de compétences et ces formations, c'est une ambiguïté qui est assez inhérente au discours ambiant qui porte sur ce qu'on entend par démocratiser la connaissance autour de l'IA. Donc, comme j'ai dit en introduction, il y a une pression forte dans les médias, dans les entreprises, un peu partout pour utiliser, pour démocratiser. Mais c'est jamais toujours très clair si cette démocratisation, elle est là pour introduire plus d'IA. Est-ce que c'est démocratiser pour raconter en fait souvent les bénéfices de l'IA et donc pour préparer les travailleurs et les citoyens à utiliser plus. Donc ça, on pourrait le voir comme une forme de démocratisation par l'adoption, par les usages. Et il y a autre chose qu'on a vu dans ces référentiels et ces formations, c'est plutôt essayer d'expliquer les mécanismes et les effets de l'IA. Donc là, on peut parler plutôt d'une démocratisation qui serait une manière de simplifier le savoir critique, en partie issu des sciences sociales, mais aussi du droit, de l'informatique, qui permettrait en fait aux personnes d'être mieux informées et de pouvoir aussi à terme contester ces systèmes. Voilà, donc ça, c'est les résultats d'une étude qu'on va publier bientôt, qui fait le point un peu sur ces différents référentiels, donc qui peut vous intéresser en tant que formateur, en tant qu'organisme de formation, mais aussi en tant que voilà, citoyen. Cette étude, elle est disponible en anglais, mais elle le sera bientôt en français. J'enchaîne un peu sur la suite. Alors, nous, ce que ça nous a permis à cette étude, c'est aussi imaginer qu'est-ce que nous, on pouvait apporter à ce champ. Voilà, et on est en train de réfléchir à ces choses-là. Et une idée serait d'essayer de travailler sur en fait, faire apprendre aux gens comment on peut un peu plus contester en fait, ces systèmes, notamment en utilisant les droits à l'information qu'on a, qui sont particulièrement forts en France, et voilà, qui existent aussi à une échelle européenne plus large. Donc, pour expliquer l'IA, on a besoin aussi d'outils. Donc, on voulait vous présenter aujourd'hui un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser. Donc, le premier, c'est un outil qu'on a construit, la Datactivist, avec le réseau de la médiation de Nantes Métropole. On a travaillé pendant 1 an avec les médiateurs sous forme d'atelier. Et on a abouti en fait à un atelier de 2 heures qui vraiment essaye d'introduire comment fonctionne une IA générative de texte. Voilà, donc c'était notre parti pris de travailler sur un type d'IA voilà, qui peut ressembler à ChatGPT. Et ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est répondre à un manque qui est assez présent, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà. Certains connaissent peut-être la bataille de l'IA. Il y a pas mal d'outils qui expliquent en fait les enjeux ou l'histoire autour de l'intelligence artificielle, mais il y a peu de formats comme ça qui rentrent vraiment dans comment ça fonctionne et surtout comment ça a été créé.
Donc, nous, notre point de vue à Datactivist, mais qui est aussi partagé par la Mednum, c'est qu'on ne peut pas en fait arriver à débattre de ces sujets si on ne comprend pas déjà comment ça fonctionne. Donc, il y a un vrai défaut en fait de culture numérique sur ce sujet de l'IA. Donc, c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler en faisant donc un jeu de cartes qui replace en fait une IA générative de texte dans son cycle de vie, donc y compris quel type de ressources ou d'énergie a besoin pour faire tourner ces systèmes, qui aborde aussi, c'est aussi un atelier qui aborde les enjeux de l'IA, les enjeux sociaux, économiques. Ça se représente sous la forme de 6 hexagones qui, en fait, représentent chacune une étape de la création d'une IA générative. Et les participants viennent poser des cartes qui sont des sous-étapes d'une grande étape. Voilà. Et donc, à travers cet atelier, il y a à peu près tous les sujets du moment autour de l'IA générative de texte qui sont abordés, que ce soit le travail du clic, les enjeux de vie privée, les enjeux d'ouverture des modèles, vraiment à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est assez complet, ce qui fait que c'est aussi un jeu exigeant. Disons que ce n'est pas tellement un jeu qu'on doit finir, c'est plutôt un moment pour explorer le sujet. Je vous ai mis le lien et puis peut-être Ondine ou Adrien, vous pouvez aussi mettre le lien vers la ressource dans le chat. Donc, c'est un contenu qui est ouvert, qui ne demande pas particulièrement de prérequis, sachant qu'on met à disposition beaucoup de choses sur notre site web. On met à disposition, par exemple, une introduction si vous voulez refaire le format, si vous voulez l'utiliser. Vous avez à disposition une introduction, des slides d'introduction qui vous permettent d'introduire le sujet auprès d'un public. On met à disposition les cartes du jeu, les hexagones. Donc, vous pouvez imprimer tout ça, soit chez vous ou chez un petit imprimeur. C'est un jeu que vous pouvez aussi adapter dans une certaine mesure. Voilà, c'est un jeu en licence ouverte. Donc, voilà, les cartes, elles ressemblent à ça. Là, c'est des cartes plutôt action, donc qui sont des sous-étapes de la construction d'une IA. Puis, il y a aussi des cartes qu'on a appelées des cartes controverses qui, en fin d'atelier, l'idée, c'est de partir plutôt dans un débat et qui, sans qu'il y ait forcément besoin de se positionner, mais en tout cas, qui permet d'aborder d'autres sujets ou d'aller plus loin sur certains sujets. Voilà sur la boîte noire de lien, on pourra en reparler si vous avez des questions. Je vous ai mis en lien d'autres ressources qui sont aussi intéressantes. Donc, si vous vous intéressez plutôt à l'histoire ou aux effets, disons, socio-économiques de l'IA, il y a un autre format qui s'appelle la bataille de l'IA, qui est aussi un jeu de cartes. Il y a aussi un projet qui n'a pas été beaucoup utilisé et qui pourtant est assez intéressant et qui précède aussi la vague de l'IA générative, c'est le projet de Design Friction, qui est une agence de design spéculatif qui avait été commanditée par Etalab. Ça s'appelle nosalgorithmes.fr, je crois, mais en tout cas, il y a un des formats qui s'appelle l'Algora. Non, c'est nosalgorithmes.fr, oui, c'est ça, au pluriel. Et là, c'est plutôt analyser en fait un système d'IA qui existe déjà. Donc, c'est aussi sous la forme d'un atelier avec des templates tout près. Vraiment, il y a un guide pratique. Il n'y a plus qu'à imprimer et y aller. Donc, bien sûr, ces formats, ils demandent aussi un peu de bachotage, un peu de prise en main qui parfois est faite, qui est possible en fait via les ressources. Une autre ressource qui est particulièrement intéressante. Donc, comme je dis, voilà, il y a une vraie pression par rapport à l'IA générative et de plus en plus, des collectifs se prennent en main et réfléchissent à statuer au sein de leurs organisations comment utiliser l'IA générative, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, quelles sont les bonnes pratiques. Et un exemple récent, Sciences Po Aix a mené une convention universitaire, donc avec des profs, des étudiants et peut-être aussi du personnel administratif sur l'IA générative. Et donc, ils ont abouti à une liste de propositions
Voilà, donc c'est quand même un bon exemple de. Il y a des moments où on sent qu'on subit cette vague de l'IA, mais il y a quand même aussi des bons exemples pour montrer comment on peut reprendre en main ces choses-là. Est-ce qu'on s'arrête un peu là ou est-ce que je continue, Ondine? Écoute, il y a beaucoup de réactions sur les outils que tu as partagés, pas mal de personnes qui disent qu'ils les ont utilisés, que c'est très pédagogique, que ça permet d'apprendre en s'amusant. Il y a eu pas mal de questions sur pour avoir les liens donc, qui ont été mis. Donc, je pense que tu peux avancer. Et en effet, il y a une remarque de Thierry qui dit qu'il y a aussi un jeu qui s'appelle AI qui a été créé par la métropole de Lyon, entre autres, et qui est aussi très intéressant. Et en effet, on l'avait fait intervenir lors de notre premier événement Algolith. Et c'était très intéressant. Et donc, du coup, tu peux y aller. Ça fait une bonne transition pour le projet Algolith. Ça marche. Alors, le projet Algolith, donc, il part un peu d'un constat, d'un point de départ. C'est le fait que ces systèmes de calcul posent des problèmes d'égalité, de discrimination, de surveillance. Ils génèrent des erreurs, en particulier ceux utilisés par l'État. Ils sont aussi parfois des instruments qui servent en fait des politiques qui sont des politiques d'austérité, c'est-à-dire utiliser des algorithmes, c'est quand même parfois remplacer des métiers, des personnes, ou peut-être pas forcément remplacer, mais au moins déqualifier. Et ça se pose de façon très claire pour les traducteurs, pour les scénaristes et peut-être aussi pour des agents publics. Si on prend un exemple qui est assez prégnant à l'échelle européenne, le cas de la lutte contre la fraude aux bénéfices sociaux. Donc, en France, il y a un organisme de journalistes qui s'appelle Lighthouse, qui a fait une enquête en fait avec Le Monde sur les algorithmes déployés par la CAF, par les CNAF. Donc, c'est l'organisme responsable du système de sécurité sociale. Et depuis une dizaine d'années, en fait, cet algorithme, il essaye de prédire les bénéficiaires qui sont susceptibles de commettre des fraudes. Donc, c'est un score attribué à tous les bénéficiaires de la CAF. Et les journalistes et les militants se sont rendus compte que ce système, il cible systématiquement des personnes qui sont dans des situations de précarité. Donc, par exemple, dans les travaux de la Quadrature du Net, on voit que une femme sans enfant, une famille monoparentale, c'est-à-dire souvent, en fait, pour 80% des cas, une femme est en fait plus susceptible d'avoir un score élevé. Ces systèmes sont problématiques, c'est très difficile d'enquêter dessus. Le gouvernement néerlandais aussi utilise un système qui s'appelle Siri, qui est relativement similaire, qui a fait l'objet d'une grande contestation dans ce pays. C'est allé jusque devant les tribunaux. En Belgique, il y a aussi des craintes là-dessus. Donc voilà, donc c'est un cas particulier qui montre que ce n'est pas un problème isolé. Il se trouve que ce sujet a émergé dans plusieurs pays en Europe, mais il y en a aussi d'autres. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu ce qui se passe et pourquoi c'est important aussi de mener les choses à une échelle européenne. C'est un problème dans d'autres pays. Voilà, je vous ai mis des exemples ici de qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais je pourrais en reparler. Ce qui a motivé notre projet, c'est aussi le fait que depuis une dizaine d'années, même s'il y a un certain nombre de scandales comme Parcoursup, les calculs des taxes aussi sont problématiques, on est un peu dans une impasse légale et politique. C'est-à-dire que le sujet n'a pas beaucoup progressé depuis une dizaine d'années. Donc, l'Observatoire Data Publica avait fait une étude là-dessus qui montrait que il y a une difficulté pour les citoyens, mais comme pour les agents publics, en fait, de comprendre
ces systèmes et au moins d'arriver à les repérer, en fait. Aux Pays-Bas aussi, il y a une étude qui montre que les citoyens ne comprennent pas souvent les composantes ou les fonctionnements des algorithmes. Moi, en France, j'avais développé aussi toute une étude tirée de ma thèse sur comment, en fait, quand l'État essaye de rendre public comment, en fait, c'est jamais vraiment suffisant, ou ça ne permet pas souvent de contester à l'échelle individuelle, et que finalement, les ouvertures de code, elles ne servent pas beaucoup, sauf quand elles sont, en fait, vraiment travaillées par les discours militants. Mais à une échelle individuelle, disons que ces éléments ne servent pas trop la justice. Donc nous, on a essayé de développer avec ce qu'on essaye de faire avec la Mednum et nos partenaires, c'est de développer une approche alternative, c'est-à-dire de montrer que les recours légaux auprès des régulateurs ne sont pas suffisants. Donc, si on ne peut pas attendre suffisamment de la régulation, il faut aussi se prendre en main soi-même. Et il se trouve qu'il y a un réseau en France structuré de la médiation qui fait déjà un travail assez important sur l'explication du numérique, en fait. Donc, saisissons-nous de ce réseau, de ces compétences, de ces travailleurs pour développer une approche alternative, en fait, à la question de la compréhension des algorithmes qui voilà, doit repasser, en fait, par des formes de mise en débat, peut-être aussi par une forme d'oralité, c'est-à-dire d'arrêter de confronter les citoyens à des documents ou des pages web qu'ils ne comprennent pas. Donc là, on voit que pour mieux comprendre, il y a un défaut de communication, en fait, de la part des administrations. Ça passe aussi par tout un travail éditorial autour de comment raconter ces systèmes-là. Voilà, je vous ai montré la boîte noire de l'IA, qui est une manière de traiter le sujet. Donc, en fait, il y a un besoin de curation de la connaissance autour de l'IA, qui a besoin des médiateurs, qui a peut-être aussi besoin de designers sur ces aspects pour en fait arriver à un niveau d'explication qui est adapté aux citoyens. Ce qui veut dire qu'il faut sortir de l'idée que cette question de la compréhension des algorithmes est seulement un problème pour les professionnels techniques. Et il faut que ça devienne un problème pour en fait, les équipes métiers, pour les services de communication, pour les services d'amélioration de la qualité des services publics. Voilà, il y a un problème aussi de mise en commun du sujet et qui freine en fait l'explication de ces systèmes. Pourquoi c'est un sujet important? Ce qui se passe avec l'utilisation des algorithmes par les administrations, c'est que de plus en plus, en fait, elles perdent la main sur ce qu'elles arrivent à produire, et donc elles ne sont pas toujours capables d'expliquer les systèmes algorithmiques, et donc pas capables d'expliquer un certain nombre de décisions administratives qui nous touchent. Ces choses-là posent des problèmes aussi pour les organismes plutôt privés. Mais c'est vrai qu'on a choisi plutôt de se focaliser sur les algorithmes publics parce qu'on pense que c'est là où on aura plus d'effets ou de prise. Et voilà, et notre credo, c'est qu'on ne peut pas en fait avoir une forme de transparence sans renouer avec de la médiation, de la littératie, de la curation. Donc c'est ces éléments-là qu'on essaye de travailler. On est au début du projet. Il faut se saisir aussi d'opportunités qui sont légales. Donc, en France, il y a une loi particulière qui permet aux citoyens français de demander des comptes aux administrations à une échelle individuelle quand on a été soumis à un traitement algorithmique, même si ce traitement n'est pas entièrement automatisé. C'est ça qui est intéressant quand même. Contrairement au RGPD qui traite des algorithmes purement automatisés, en France, à partir du moment où il y a un algorithme qui est pris dans une décision administrative individuelle, on peut demander des comptes. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à l'échelle européenne sur la régulation, des nouveaux droits liés aux algorithmes de recommandation des plateformes, beaucoup de choses sur la modération aussi. Donc ça, on le traite moins, mais en tout cas, ça fait partie du paysage.
Et ces droits, ils demandent à être utilisés, à être connus, en fait, puisque parfois, souvent, ils ne sont pas connus, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a créé cette coalition à l'échelle européenne, avec donc Data Activist et la MEDNUM en France, et 2 centres de recherche, le FARI à Bruxelles, qui est un centre de recherche public qui rassemble les 2 universités de la ville de Bruxelles, et VAR Society, VAR Future Lab, qui est à Amsterdam, et qui est à mi-chemin entre un centre de recherche et un think tank qui travaille beaucoup sur ces sujets. Donc, comment on va travailler? D'abord, on lance une enquête qui circule déjà depuis un petit moment, depuis quelques mois. On essaie vraiment de partir à la rencontre des médiateurs et des personnels identifiés comme dans différentes structures. Ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos envies, sur quel type d'algorithme vous voulez travailler, quel temps vous avez pour travailler là-dessus. Voilà, donc je vous invite vraiment à essayer de répondre à cette enquête si vous êtes concerné ou de la diffuser aussi. Et ensuite, on a travaillé sur 2 livrables. Donc, un premier, je vous en ai parlé, c'est notre analyse des référentiels de compétences sur l'IA, qui sera bientôt disponible. On a travaillé sur un autre livrable aussi qui rassemble beaucoup d'exemples d'activités de médiation sur ces sujets. Donc, voilà, qui est ça sera une sorte de guide pratique qui est relativement parallèle à ce que fait le Conseil national du numérique. Donc, on va présenter plein d'exemples d'activités de médiation qui peuvent vous inspirer, que vous pouvez peut-être réutiliser, qui viennent de France et de plusieurs pays européens. Aussi, on va travailler, donc en fin d'année, on aura en décembre un webinaire européen où on va essayer de voir, de mettre en commun en fait dans les différents pays, donc la Belgique, la France et les Pays-Bas, ce qui se passe, de faire se rencontrer les réseaux de médiation aussi. Et afin à terme de construire en fait une stratégie de formation commune qui va venir avec des outils. Et on pourra aussi permettre à des médiateurs français d'aller à Bruxelles se faire former gratuitement sur ces sujets pour travailler avec nous, construire des formats de travail ensemble. Voilà, donc ça sera plutôt à l'été prochain. Comme j'ai dit, voilà, il y aura des outils. Et puis la fin du projet sera plutôt dédiée à des formes de dissémination des contenus. Essayer aussi d'essaimer pour faire que les choses durent et soient peut-être institutionnalisées d'une certaine manière. Voilà, mais ça, c'est quand même plutôt dans 2 ans. Voilà, donc avant de partir, non, en fait, on va d'abord discuter. Donc, discutons et ensuite on vous dira ça. Voilà, merci. Merci beaucoup Lou, et c'était hyper éclairant. Il y avait plein de super retours dans le chat. Il y a quelques questions. J'ai mis le lien de l'enquête pour si jamais vous voulez y répondre. Nous, ça nous aide vachement à comprendre, justement, comme disait Lou, quels sont vos besoins, comment est-ce que, voilà, enfin, de quoi vous avez besoin pour justement aborder ces sujets avec vos bénéficiaires. Donc, n'hésitez vraiment pas à y répondre. On a aussi quelques personnes qui ont donné des outils, un escape game en ligne pour aborder pour aborder l'IA, etc. Donc c'est hyper chouette et merci pour ces ressources. Il y a Sophie qui nous dit il faut une vision claire et une législation sur comment utiliser, dans quel cadre ce serait utilisé, quel type d'informations il faut partager, etc. J'imagine quand on parle de l'IA, j'imagine Lou que tu es plutôt d'accord sur cette vision, sur la vision de cette vision. Oui, c'est sûr. De toute façon, après, ce qui est difficile, c'est que, comme je l'ai dit, il y a déjà des législations qui sont là, mais qui ne sont pas utilisées, en fait, ou pas efficaces, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Donc, que ce soit à l'échelle européenne avec le RGPD ou la loi Le Maire, le problème, c'est que c'est pas qu'on n'a pas de droit ou qu'il n'y a pas de cadre, c'est que globalement, les régulateurs sont un peu, ont du mal à faire respecter les droits. Et dans un certain nombre de cas, en fait,
les sanctions ne sont pas obligatoires ni automatiques. Donc elles se font pas, quoi. Après, il y a aussi des limites qui sont liées à des contextes nationaux. Par exemple, ce que je vois en Angleterre, ce qui est différent, et je ne sais pas exactement pourquoi c'est différent, mais en Angleterre, il y a aussi des associations qui sont des intermédiaires en fait, entre les citoyens et les régulateurs pour construire des cas de contestation et donc rassembler des preuves, travailler avec des juristes et aller les présenter devant des cours de justice. En France, pour l'instant, ça ne se fait pas. Aussi parce que les droits collectifs liés à ces sujets sont plus difficiles à faire respecter. Toute l'idée des class actions en France, je crois, n'existe pas vraiment, en tout cas pas sur ces sujets-là. Peut-être que ça existe un peu plus dans le droit de la consommation, mais je ne suis pas spécialiste. Donc, s'il y a des gens qui sont spécialistes. Trop bien, merci beaucoup. Il y avait une question de Paul-Émile aussi. Peut-être que si tu as la possibilité de t'exprimer, tu peux peut-être la préciser parce que ça a l'air hyper intéressant sur le RGPD. Mais je voulais être sûre de ne pas tordre ta question. Est-ce que tu parlais de l'IA? Est-ce que tu parlais des algorithmes? Est-ce que tu parlais des deux? Donc, si tu peux préciser ta question, soit dans le chat, soit à l'oral, ce serait trop chouette. Et normalement, tu dois pouvoir autoriser. Et voilà. Oui, salut Andine, merci Lou pour cette belle intervention. Ma question, c'était effectivement donc au niveau du RGPD là, dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi qu'est-ce qui bloquerait l'arrivée de la bonne utilisation du code et tout ça, de l'IA? Pourquoi on ne pourrait pas l'intégrer officiellement, je dirais, dans le RGPD? Parce que bon, on a construit le RGPD s'est construit autour du numérique depuis 2018. Et c'est de se dire, voilà, là c'est aussi un tournant, c'est un tournant du numérique avec toutes les IA génératives, tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire rentrer des choses dans le RGPD concernant l'IA? Non, mais le RGPD, il prend en compte l'IA. Hein. Peut-être je me suis mal exprimé, mais il prend complètement en compte les questions d'IA. D'ailleurs, c'est même sa spécificité. Ce que je disais, c'est que justement, en fait, le droit, par exemple, à l'explicabilité dans le RGPD, l'article 22, en fait, il porte sur des décisions qui sont purement automatisées. Et ça, c'est à la fois très bien, mais en même temps, c'est une limite aussi, puisqu'on voit bien que une décision algorithmique ou un processus algorithmique, il y a toujours un humain à un moment derrière. Et donc, c'est bien pour ça que le législateur français, sur la loi Le Maire, a insisté pour que, en fait, le droit s'applique en France, le droit donc, de la loi Le Maire qui est dans le CRPA, le Code des relations entre les administrations et le public. Il s'applique à partir du moment où il y a un algorithme qui est pris dans une décision administrative, même s'il y a des humains, ce droit s'applique. Donc, soit vous pouvez demander directement à l'administration qu'elle vous explique comment ma taxe est calculée, pourquoi je n'ai pas eu cette aide, je ne sais pas, ma prime rénov, j'en sais rien, plein de trucs comme ça. Et si l'administration ne répond pas, vous pouvez aller saisir la CADA, et sinon, vous pouvez saisir le tribunal administratif. C'est long. Et ça, le problème aussi de l'utilisation du droit là, c'est que c'est toujours aux citoyens de continuer à demander et que en fait, les sanctions ne sont pas prises, jamais prises automatiquement, quoi. Merci Lou pour ces... Merci beaucoup pour ta réponse. Il y a aussi une remarque comme quoi la justice est très longue et des fois peut aussi décourager pas mal de monde à prendre ce genre d'action. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y a une question sur les biais
que faire sur les biais qui existent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as déjà, dans le cadre d'utilisation des IA ou des choses comme ça, des manières de contourner un peu ces biais? Je connais pas très très bien le sujet parce que c'est relativement technique, mais de ce que j'ai compris, en fait, comme ça, là, de but en blanc, je dirais qu'il y a deux manières de voir les choses. Déjà, il y a tout un champ de l'informatique qui travaille là-dessus, donc qui travaille à réduire les biais ou les contourner. C'est un champ qui est en pleine explosion et qui malheureusement en fait a quand même du mal à ensuite être traduit dans des produits. C'est-à-dire que ça reste cantonné au laboratoire d'informatique. Donc la communauté, si vous voulez regarder, c'est FACT. Je vais vous mettre le lien. Donc tous les ans, ils ont une conférence où ils travaillent sur ces sujets. Et vous pouvez aller voir là-dedans, il y a plein de choses sur les biais. La deuxième chose, c'est que un des problèmes derrière les biais, c'est le manque de données, de travail sur la qualité des données. Donc ça, c'est un peu pour revenir à un de nos credos à Data Activist, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de bonne IA, ou même il n'y a pas d'IA sans bonnes données, quoi. Et que cette révolution qu'on vit, en fait, elle n'est pas du tout très récente de ce point de vue-là. Et donc, le travail, il est dans les données d'entraînement et il est, pas tellement, il est un peu moins dans le modèle, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un peu, voilà, mon point de vue généraliste, mais j'avoue que je ne suis pas expert du sujet. Aussi parce que ces sujets sont tous devenus relativement sophistiqués quand même. Merci beaucoup. Et en effet, il y a une remarque sur les biais. Les biais sont générés par la manière dont les IA sont éduquées, notamment la qualité ou la neutralité des données qui ont servi à leur éducation. Donc, c'est exactement ce que tu disais. La résolution des biais doit donc intervenir en amont et être prise en compte par les concepteurs eux-mêmes. Tout à fait. Oui. Très bonne remarque. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ça, sur ce que Lou nous a partagé? À quand une vraie humanisation du vivant avec et grâce à la technique? Bah oui, on l'attend tous, la réhumanisation. Après, c'est plus compliqué que ça, puisque justement, en fait, tout un gros travail que essayent de faire les sciences sociales, mais aussi le droit et les humanités, c'est de montrer qu'il y a toujours des humains, en fait. Et que cette idée qu'il y a toujours des humains, je dirais, les algorithmes sont construits par des gens, sont pensés, les données, elles viennent de nous. Donc vraiment, il y a de l'humain partout. Il y a des décisions humaines partout. Par exemple, je sais pas, il y a des études qui montrent que les algorithmes de recommandation de Spotify, en fait, elles privilégient certaines fois certains genres parce que les développeurs préfèrent certains genres. Voilà, donc en fait, il y a toujours de l'humain. Et donc ce mythe des machines autonomes, elle sert à construire, à maintenir en fait une promesse technologique, mais en fait, c'est un leurre. Peut-être, sauf s'il y a d'autres questions, je peux rapidement montrer aussi ce qui arrive et vous montrer très rapidement le guide pratique avec d'autres exemples qu'on est en train de construire. Donc pour l'instant, il est uniquement en anglais, mais il va être traduit. Voilà, donc on va vous présenter aussi plein d'autres exemples. Voilà, par exemple, des travaux du Media Lab de Sciences Po autour de la description des grands modèles de langue. Donc, ils ont fait tout un travail avec des professionnels pour les accompagner dans la description de leur usage de l'IA générative sur plusieurs semaines. Et ils ont construit plein d'exercices, en fait, qui sont plutôt à faire à l'échelle individuelle pour réfléchir à ses propres usages.
Voilà, je vous ai parlé de la boîte noire, de l'Algora. Il y a un jeu qui a été créé sur l'IA aussi dans le Grand Est. En Belgique, il y a toute une association qui organise des parlements humains. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler à une échelle collective pour essayer de produire plutôt des propositions, en fait, qui n'ont pas une vraie valeur légale, mais qui peuvent ressembler à des demandes de nouvelles lois, par exemple, ou des demandes de législation. Donc, c'est ce travail-là. Voilà, donc plein d'autres exemples qui vont arriver. On vous a mis aussi, donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, des Anglais de Worker Information Exchange qui donc font beaucoup d'enquêtes sur les travailleurs des plateformes et ensuite vont porter ces sujets auprès de régulateurs, par exemple. Donc là, ce serait plutôt des exemples à suivre pour la France. Il y a tout un travail aussi autour de la cartographie de l'IA générative et des formes de représentation graphique qu'on peut lui donner, étant donné que c'est un système très distribué, qui a plein de composantes, qui est voilà, complexe. C'est vrai que le fait de le séparer en sous-tâches peut être relativement intéressant. Avez-vous des documentaires à nous conseiller pour introduire le sujet dans le cadre de ciné-débat grand public? Alors, je pense que sur Arte, il y a un certain nombre de contenus. Donc, j'avoue que mon premier réflexe, ça serait d'aller voir là-dessus. Alors, j'ai pas en tête un exemple, mais je suis quasiment sûr qu'il y a eu plusieurs documentaires sur les algorithmes des plateformes. Lou parle d'algorithmes plus volontiers que d'IA. Est-ce un raccourci? Alors, en fait, c'est pour montrer que, en particulier dans le domaine des administrations publiques, l'IA est quand même relativement marginale, hein. C'est-à-dire que ça coûte cher. Les services publics ont bien souvent pas les ressources pour développer ces systèmes, donc elles font appel au privé. Il y a eu dans un certain nombre de domaines des échecs. Donc, par exemple, il y a eu plein de projets sur les algorithmes d'IA dans la magistrature et ça a quand même plutôt capoté. Là, je renvoie aux travaux de Camille Girard, par exemple. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des systèmes qui sont très simples et qui, depuis un petit moment, sont déjà là, qui n'ont pas besoin d'être automatisés, qui n'ont pas besoin d'être de l'IA pour produire des erreurs et avoir un effet sur la conduite des administrations, en fait. Et c'est paradoxal ce qui se passe, c'est simplement maintenant, avec l'arrivée de l'IA, qu'on se repose ces questions. Donc moi, par exemple, ma thèse, c'était sur le calcul de la taxe d'habitation. Il n'y a pas d'IA dans le calcul de la taxe d'habitation. Par contre, il y a plein de données, il y a différents parties prenantes. J'avais travaillé aussi sur l'attribution des places en crèche. C'est pareil. Il n'y a pas forcément d'IA, mais il y a des systèmes de calcul. Voilà, donc c'était plus pour ça. Trop bien, merci beaucoup, Lou. Il y avait aussi une question sur l'interdiction de l'utilisation des données personnelles par l'IA sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas du tout? Non, là, je ne suis pas sûr de voir à quoi il est fait référence. Est-ce que c'est référence au rapport qui a été énoncé ce matin? Il y a eu la commission parlementaire sur les rapports, sur le rapport fait sur TikTok. Et il y a eu pas mal d'annonces. Donc, c'est peut-être lié à ça, non? Ou pas du tout? L'annonce, surtout, c'est sur l'interdiction pour les moins de 15 ans d'utiliser Oui, mais il y a 43 recommandations. Donc, il y a peut-être quelque chose, tu vois, dans les
grands titres. Il y a eu l'interdiction des moins de 15 ans, mais après, je ne sais pas s'il y a eu des choses spécifiques vraiment plus pointues. C'est possible. Je ne sais pas. Ouais. Et de toute façon, j'ai du mal à voir comment les algorithmes des plateformes pourraient arrêter de prendre des données personnelles, étant donné que c'est leur modèle économique. C'est-à-dire, en gros, sans le problème je sais pas, de plateformes comme Facebook et tout ça, c'est comment elles continuent à générer de la publicité ciblée. C'est comme ça qu'elles font de l'argent, hein. Donc, pour pouvoir dire aux annonceurs quel type d'usager ils touchent, ben, il faut des données personnelles. Donc, à part si elles changent de modèle économique, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant, c'est pas ce qui est en train de se passer. Mais peut-être ça fait référence à une disposition annoncée ce matin, mais j'ai pas suivi. C'était quand même très basé sur, en effet, les jeunes, et on est quand même tous concernés par les algorithmes, donc faut que ça aille voir un petit peu plus loin que juste les jeunes, même si c'est une population qui est très importante et qui est aussi beaucoup plus exposée et à risque parce que qui a moins de pouvoir d'agir là-dessus. Mais en effet, il y a plein de choses à faire. Il y a quelqu'un qui pose une question sur est-ce qu'on peut parler d'IA éthique ou est-ce qu'on peut parler de la même manière de Mistral comme de OpenAI. C'est très difficile puisque, en gros, ce qui est compliqué, c'est que le discours de l'éthique a quand même particulièrement été investi par le monde privé. Et donc, à tel point que maintenant, on a l'impression que tout le monde fait de l'IA éthique. Donc là, on est arrivé, je pense, à un moment où on est aux limites de la métaphore. Donc, alors, par exemple, moi, ce qui m'a marqué récemment, c'est le ministère de la Transition, je crois, qui a développé une initiative pour l'IA soutenable. Donc, pour voilà, rassembler les acteurs qui veulent travailler là-dessus. Et en fait, n'importe qui peut faire partie de cette coalition, y compris L'Oréal et Total. Donc, en fait, on peut pas. Voilà, donc n'importe qui peut se revendiquer de faire de l'IA éthique. Voilà, donc ça produit énormément de confusion. C'est pas clair non plus d'un point de vue économique ou marketing, c'est-à-dire est-ce que nous, en tant que consommateurs, on va être poussés pour faire nos choix d'utilisation des services avec du marketing centré sur la question de l'éthique, du genre j'utilise plutôt Mistral parce que c'est un peu plus éthique. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Je ne sais pas si ça fonctionne en termes de marketing, en fait. Peut-être à terme qu'on choisira nos systèmes d'IA comme on choisit une machine à laver avec des labels, ce genre de choses, hein. C'est beaucoup ce que les acteurs économiques, ils poussent beaucoup vers ça, hein. Tout à fait. Voilà. Il y avait une question aussi, je pense que ça revient un petit peu sur cette question de biais dont on parlait tout à l'heure, mais sur les outils ou les méthodes pour effacer les contextes des échanges. Tu sais, le fait que l'IA, elle prend aussi les échanges que tu as eus par le passé. Et comment est-ce qu'on peut ne plus avoir ça pour justement qu'à chaque fois que tu refasses une nouvelle requête, un nouveau prompt, tu sois comme si tu étais nouveau sur la plateforme et qu'il n'y ait pas de contexte. Alors, je ne sais pas très bien dans l'utilisation des outils, je ne sais pas exactement ce que je pense, ça va dépendre des outils, mais de manière un petit peu stupide, je dirais que je ferais comme on peut faire avec les navigateurs, c'est-à-dire avoir plusieurs navigateurs, avoir plusieurs outils et ou plusieurs adresses mail, et en fait multiplier les. Vu qu'on est profilé en fait sur tous nos profils, en fait, moi, comme plein de gens, j'ai une adresse mail poubelle que j'utilise pour des fois m'enregistrer dans des trucs. Et voilà, en fait, je pense qu'il y a une manière de déjouer ces systèmes
de manière subtile avec des formes de bricolage comme ça, hein. Après, je ne sais pas si dans Mistral ou dans Claude ou tout ça, s'il y a des manières de dire aux IA d'effacer l'historique. En fait, ça devient un problème aussi, puisque en fait, il y a plein de moments où on bénéficie du fait que l'IA nous connaît bien. Il y a plein de gens qui sont en fait bloqués avec ces systèmes parce qu'on leur a déjà tellement donné que c'est à ce moment-là qu'elles deviennent pertinentes, en fait. Mais c'est à double tranchant. C'est sûr. On avait une question sur la fiabilité des données concernant les modèles d'apprentissage et l'éthique sur la conservation des données. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour ce soit plus fiable et plus éthique? Je sais pas. Attends, j'essaie de retrouver le message. La question, c'est quelle est la fiabilité des données concernant les modèles d'apprentissage et l'éthique sur la conservation des données? Ce qui est difficile, c'est que maintenant, en fait, on voit ces systèmes, nous, depuis notre petite fenêtre d'interaction, et on a du mal à voir que, en fait, il y a une multitude de sources de données et que de plus en plus, les constructeurs de produits d'IA, en fait, ne programment plus vraiment. Ils assemblent énormément de choses qui existent par ailleurs. Donc, il y a un vrai problème de traçabilité, d'où viennent les données, comment elles ont été entraînées. Donc ça, c'est un vrai problème, puisqu'on voit bien que pour comprendre ces systèmes, il faut arriver à retracer toute cette généalogie-là. Donc ça, c'est assez complexe. Et après, sur la conservation, là, je ne sais pas répondre, mais c'est des choses qui posent sur la question du droit à l'oubli aussi. Mais je pense que dans les RGPD ou dans d'autres dispositions, il y a des choses là-dessus. Mais j'avoue que là, vous êtes en train d'essayer de tester mes connaissances sur un certain nombre de sujets. On arrive aux limites de ce que je suis capable de faire. Mais après, c'est pas inintéressant, hein. Il y avait une remarque sur aussi le sujet du webinaire, qui était en effet comment expliquer l'IA. Alors, tu t'en avais déjà pas mal parlé justement en début de vraiment expliquer c'est quoi l'IA, c'est quoi des algorithmes, etc. Le but aussi, nous, de notre webinaire, c'était de vous présenter un petit peu notre vision pour les prochains mois à venir et notamment ce qu'on va faire via le projet Algolith. Donc, oui, je comprends qu'il y a quelques personnes qui s'attendaient en effet à peut-être plus de ressources. Lou en a déjà partagé quelques-unes qui sont vraiment super pertinentes dans le cadre d'ateliers sur l'IA. Et le but, nous aussi, qui n'est pas du tout un but caché, puisqu'on l'a redit plusieurs fois, mais c'est aussi de vous faire participer à justement aux ressources qu'on va créer, de quoi est-ce que vous avez besoin pour quand vous faites des ateliers de sensibilisation, quand vous faites des ateliers ou même pour monter encore plus en compétence sur l'intelligence artificielle et les algorithmes ou les algorithmes. De quoi est-ce que vous avez besoin? Comment est-ce que nous, on peut, grâce à notre projet Algolith, qui est un projet européen, comment est-ce qu'on peut vous aider à aller encore plus loin, à vous donner les ressources que vous n'avez pas encore, etc. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas fait un webinaire que sur des ressources. Donc, n'hésitez pas à remplir l'enquête. Ça nous aide vachement sur justement de quoi vous avez besoin. Et voilà. Et puis, si vous voulez suivre notre projet, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, que ce soit la Mednum, Datactiviste, à vous inscrire sur nos newsletters. Et voilà. Mais la première chose à faire, c'est si vous avez 5 minutes de remplir l'enquête pour qu'on puisse adapter encore plus les ressources à vos besoins de terrain.
Voilà. Et Jean-Pierre dit qu'ils avaient besoin de cerner un peu tes champs d'expertise, mais il a de grandes compétences sur tout ça. Merci beaucoup. Merci et à vous. merci à tous ceux qui m'ont partagé des ressources aussi dans le chat. C'est trop intéressant. Et on va les garder. Il y a des gens qui demandent comment retrouver le support, mais j'imagine que tous les inscrits, de toute façon, vous allez leur envoyer les slides. Tout à fait. Les Voilà. inscrits recevront les slides et le replay. Donc, on vous donne ça, surtout ça, et ce sera en effet disponible sur les bases. Merci Paul-Émile de compléter mes dires. Un immense merci à tous d'avoir été présents et on vous souhaite une excellente journée. Merci À vous très aussi. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.